Je m'appelle William, j'ai 33 ans. Et la veille de Noël, après avoir passé 72 heures d'affilée à décorer le manoir de mes parents, à cuisiner leurs rôtis et à polir leur argenterie, ma mère m'a regardé dans les yeux et m'a dit que je n'avais pas de place à table. Mais avant de vous raconter l'enveloppe qui a tout changé, et le silence assez fort pour briser le verre, je veux savoir d'où vous écoutez. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Cela m'aide à me sentir un peu moins seul. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette nuit-là. L'air dans la salle à manger était lourd. Vous connaissez cette odeur? De la sauce riche et épaisse, du parfum cher, et cette odeur de pain qui ne vient que d'un vrai sapin de 3 mètres. C'était l'odeur de l'argent. Mes parents, Richard et Lydia Foster, aimaient cette odeur plus que tout. Je venais de rentrer de la cuisine. Mes mains étaient rouges et à vif. J'avais frotté des casseroles parce que la femme de ménage avait eu une urgence. Ou du moins c'est ce que maman a dit. J'ai découvert plus tard qu'elle avait simplement donné congé au personnel pour que je doive faire le travail. C'était la dynamique. J'étais le fils, mais j'étais aussi laide. J'ai essuyé mes mains sur mon jean. Un jean un peu usé aux genoux parce que je passais mes journées à travailler dans l'aménagement paysager. Et j'ai regardé la table. Elle était magnifique. Je ne me vante pas. Je suis architecte de formation, plus précisément architecte paysagiste. Bien que ma famille n'ait jamais assez prêté attention pour connaître la différence entre ça et un jardinier. Je comprends le flux, la lumière et l'espace. J'avais mis la table avec leur porcelaine fine vintage. Les assiettes bordées d'or qu'ils n'utilisaient que quand ils voulaient impressionner quelqu'un. Il y avait 25 personnes assises. Mes tantes, oncles, cousins, des gens avec qui j'avais grandi, des gens qui m'avaient vu être traité comme un citoyen de seconde zone pendant 3 décennies, et qui n'avaient jamais dit un mot. Et là, juste au centre, se trouvait mon frère Victor, le petit prince. Victor avait 30 ans. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que mon camion. Il était appuyé en arrière sur sa chaise, faisant tourner le porte-clés de sa toute nouvelle Porsche 911 autour de son doigt. C'était un cadeau de papa pour avoir apporté de nouvelles affaires à l'entreprise familiale. Peu importe que l'entreprise soit en difficulté et que Victor passe plus de temps au country club qu'au bureau. À côté de lui se trouvait Bella, sa fiancée. Elle était belle, mais elle avait aussi l'air mal à l'aise. Elle n'arrêtait pas de regarder l'espace vide où je m'asseyais habituellement. C'était ça le problème. Il n'y avait pas d'espace vide. J'ai fait le tour de la table. J'ai vérifié près de la tête, près de papa. Rien. J'ai vérifié près du pied, près de la porte de la cuisine où il me mettait habituellement. Rien. Mon cœur a commencé à battre contre mes côtes. Ce n'était pas de la panique. C'était une réalisation froide et lourde. Maman, ai-je demandé. Ma voix était calme, mais elle a traversé le murmure des conversations. Lydia Foster n'a même pas levé les yeux de sa salade. Elle picorait une noix avec sa fourchette, l'air ennuyé. Qu'est-ce que c'est, William? Nous essayons de manger. Où suis-je assis? La pièce est devenue silencieuse. Les fourchettes ont cessé de cliqueter contre les assiettes. Tante Margaret, la sœur de ma mère, a baissé les yeux vers ses genoux. Ma cousine Meredith a pris une longue gorgée de vin. Ils savaient tous. Ils le voyaient tous venir. Maman a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient d'un bleu glacial, magnifique et complètement dénué de chaleur. Elle a tapoté le coin de sa bouche avec une serviette en lin. Il n'y a pas de chaise pour toi, William, a-t-elle dit. Son ton était désinvolte, comme si elle me disait qu'il n'avait plus de lait. J'ai mis 26 places ce matin, ai-je dit. J'ai mis ma carte de nom juste là. J'ai pointé un endroit à côté de tante Patricia. Et je l'ai enlevé, a dit maman. Elle a fait un vague geste vers les portes battantes de la cuisine. C'est un dîner formel, William. Nous avons des invités importants. Monsieur Thomas est ici. Nous ne pouvons pas te laisser assis ici en tenue de travail. J'ai baissé les yeux sur ma chemise propre. Je peux aller me changer. J'ai un costume à l'étage. Ce n'est pas une question de vêtements, a ajouté papa. Il ne m'a pas regardé non plus. Il coupait dans sa côte de bœuf comme si c'était la seule chose qui comptait au monde. Richard Foster détestait la confrontation presque autant qu'il semblait me détester.
Écoute juste ta mère. Maman a soupiré. Un son dramatique qui signalait qu'elle perdait patience. Écoute, William, ce dîner est pour les gens qui contribuent à cette famille. Les gens qui ont fait quelque chose d'eux-mêmes. Victor est directeur. Bradley est vice-président. Toi eh bien, tu joues dans la terre. Elle a pris une gorgée de son champagne et a prononcé la phrase qui me entrait pendant environ 5 minutes avant que je ne l'utilise pour la détruire. Il n'y a pas de place pour les gens inutiles à cette table, a-t-elle dit. Prends une assiette et mange dans la cuisine ou le garage. Ne fais pas de scène. Victor a ricané. Oui, Will. Ne t'inquiète pas. Le steak est tout aussi bon sur une assiette en carton. Il a fait un clin d'œil à Bella, s'attendant à ce qu'elle rie. Elle n'a pas ri. Elle avait l'air malade. Je suis resté là un instant. L'ancien William, le William d'il y a 10 ans, ou même 10 mois, aurait reculé. J'aurais senti la chaleur monter à mes joues, la honte me brûlait la gorge. Je me serais excusé d'exister. Je serais allé à la cuisine, aurais mangé les restes et lavé leurs plats plus tard, espérant que si je travaillais assez dur, il finirait peut-être par m'aimer. Mais ce William est mort il y a 6 mois, en même temps que ma grand-mère. J'ai regardé mon père. C'était un homme grand, aux épaules larges, avec des cheveux argentés qui lui donnaient l'air distingué. Il était le pilier de la communauté et il était lâche. Il laissait sa femme humilier son premier-né devant 25 témoins, et il ne pouvait même pas lever les yeux de sa viande. Un étrange calme m'a envahi. C'était comme le silence dans l'œil d'un ouragan. J'ai souri. Ce n'était pas un joli sourire. C'était le genre de sourire qui fait dresser les poils sur la nuque. J'ai vu tante Margaret bouger sur sa chaise. Elle l'a vu. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Tu as raison, maman, ai-je dit doucement. Maman a cligné des yeux, surprise que je ne discute pas. Bien. Contente que tu comprennes. Je comprends. Je comprends enfin tout. J'ai tendu la main vers la poche intérieure de ma veste en jean. J'ai senti le papier épais et froid de l'enveloppe Kraft. Elle était lourde. Pas physiquement, mais lourde de 33 ans de mensonges. Lourde du poids d'une vie que j'aurais dû avoir. Je me suis approché de papa. Mes pas résonnaient sur le parquet en bois. Tout le monde me regardait maintenant. Même Monsieur Thomas, le client VIP que papa essayait d'impressionner, me regardait avec curiosité. Je me suis arrêté juste à côté de mon père. Je pouvais sentir son eau de Cologne, du bois de santal et du scotch cher. Joyeux Noël, papa, ai-je dit. J'ai posé l'enveloppe doucement sur son assiette, couvrant la viande sur laquelle il était si concentré. Papa a cessé de mâcher. Il a regardé l'enveloppe, puis moi. Ses yeux étaient irrités, mais il y avait aussi un éclair de confusion. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il grogné. « Je t'ai dit que nous ferions les cadeaux plus tard. »« Ce n'est pas un cadeau, ai-je dit, ma voix portant clairement jusqu'au fond de la pièce. C'est une explication. Je comprends enfin pourquoi vous ne m'avez jamais considéré comme votre fils. » Le silence dans la pièce s'est approfondi. Il est devenu lourd, suffocant. On entendait l'horloge grand-mère tic-tac dans le couloir. Le verre de maman s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. William, retire ça immédiatement. Tu gâches le dîner. Ouvre-la, Richard, ai-je dit à mon père, l'ignorant. Papa a posé son couteau et sa fourchette. Ses mains tremblaient légèrement. Peut-être qu'il le sentait. Peut-être, au fond de la partie de son cerveau qu'il avait éteinte pendant 3 décennies, qu'il savait ce qui allait arriver. Il a pris l'enveloppe. Il a glissé un doigt sous le rabat. J'ai fait un pas en arrière, croisant les bras. J'ai regardé Victor. Le sourire narquois glissait de son visage, remplacé par un froncement de sourcils. Il a regardé de moi à l'enveloppe. Alors que papa sortait les papiers, j'ai pensé à la façon dont j'en étais arrivé là. Comment un garçon qui voulait juste construire des Legos et rendre son père fier est devenu un homme debout dans une salle à manger prêt à brûler tout l'héritage de sa famille. Pour comprendre pourquoi je lui ai remis cette enveloppe, il faut comprendre les 33 ans de coupure, de bleu et de silence qui ont mené à ce moment. Il faut comprendre que les monstres ne naissent pas, ils sont fabriqués. Et ma famille, ils étaient des artisans experts. Grandir dans la maison Foster,
c'était comme vivre dans un musée où j'étais la seule exposition marquée « Ne pas toucher ». Ou peut-être « Ne pas aimer » serait plus précis. Je me souviens quand j'avais 7 ans. C'est l'année où la différence entre moi et Victor est devenue un canyon que je ne pouvais pas traverser. C'était l'été. Papa nous avait acheté des vélos à tous les deux. Le mien était un vélo bleu pratique et robuste. Celui de Victor était rouge, flashy avec des serpentins et une sonnette qui ressemblait à une sirène de police. Ça ne me dérangeait pas. J'aimais mon vélo. J'ai passé des heures dans le garage à régler la selle, à huiler la chaîne, à m'assurer qu'il était parfait. J'aimais la façon dont les choses fonctionnaient. J'aimais les réparer. Victor, qui avait 4 ans à l'époque, a foncé avec son vélo directement dans les rosiers en 10 minutes. Il a tordu le cadre et rayé la peinture. Il a crié comme s'il avait été abattu. Maman est sortie de la maison en courant, terrifiée. Elle a ramassé Victor, vérifiant s'il n'avait pas de rayures qui n'étaient pas là. Oh, mon pauvre bébé. Ce stupide vélo. Puis elle s'est tournée vers moi. J'étais debout à 3 mètres de distance, tenant une clé à molette. William, pourquoi ne l'as-tu pas arrêté, a-t-elle crié. Je réparais tu es le frère aîné. Tu es censé le surveiller. Tu es inutile. Ce mot, inutile. C'était son arme préférée. Papa est rentré à la maison ce soir-là. Il a regardé le vélo tordu de Victor et le mien, immaculé. Il ne m'a pas félicité d'avoir pris soin de mes affaires. Il a soupiré. Donne ton vélo à Victor, a-t-il dit. Mais papa, ai-je protesté, ma poitrine se serrant. C'est le mien. Je l'ai réparé. Victor est contrarié. William, ne sois pas égoïste. Tu peux rouler sur celui qui est cassé. Tu aimes réparer les choses, n'est-ce pas? Répare-le. Alors, j'ai regardé Victor rouler sur mon vélo bleu, riant, pendant que je passais la semaine suivante à essayer de redresser un cadre en acier avec un marteau trop lourd pour mes mains. J'ai appris une leçon ce jour-là. Dans cette maison, Victor reçoit le prix et moi le travail. En vieillissant, ça a empiré. J'avais des as partout. Maman disait que j'étais un ringard et que je devais avoir une vie sociale. Victor a raté ses maths. Maman a embauché un tuteur privé et lui a promis un voyage à Disney World s'il obtenait un C-. J'ai intégré l'équipe universitaire d'athlétisme. Papa a manqué toutes les compétitions parce qu'il était occupé au bureau. Victor a eu le rôle principal dans la pièce de théâtre de l'école. Il avait 3 répliques en tant qu'arbre. Et toute la famille élargie est venue avec des bouquets de fleurs. Je suis devenu invisible. J'ai arrêté d'essayer de leur montrer mes bulletins scolaires. J'ai arrêté de les inviter à mes événements. Je me suis retiré dans la seule chose qui avait du sens pour moi, le design. Je m'asseyais dans le jardin pendant des heures à dessiner. Je dessinais des plans de cabanes dans les arbres, de fontaines, de jardins où les murs étaient assez hauts pour empêcher tout ce qui était mauvais d'entrer. La seule personne qui me voyait était grand-mère Eleanor. C'était la mère de papa, mais elle détestait Lydia. Je ne savais pas pourquoi à l'époque. Je savais juste que quand elle venait nous rendre visite, l'air dans la maison changeait. Maman devenait nerveuse. Papa devenait silencieux. Grand-mère me trouvait caché dans l'abri de jardin ou la bibliothèque. Elle sentait la lavande et le vieux papier. Elle me pressait un bonbon dur dans la main, toujours du caramel au beurre, et me serrait dans une étreinte qui ressemblait à la sécurité. Tu as des mains de bâtisseur, William, m'a-t-elle dit un jour, traçant les callosités sur mes paumes. Tout comme un véritable artiste, elle a hésité. Puis elle a regardé mon visage, cherchant quelque chose. Tu lui ressembles tellement, a-t-elle murmuré. Comme papa, ai-je demandé. Elle a ri d'un son sec et amer. Non mon enfant, comme quelqu'un qui a une âme. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je savais juste qu'elle m'aimait. Et cela faisait que maman me haïssait encore plus. Le point de rupture, le premier du mois, est survenu l'année dernière. Maman est tombée malade. C'était une mauvaise grippe qui s'est transformée en pneumonie. Elle est restée alitée pendant 3 semaines. Victor était introuvable. Il était à Miami avec ses amis, faisant la fête avec la carte de crédit de papa. Papa était inutile en cas de crise.
Il s'est contenté d'engager des infirmières et de se cacher dans son bureau. Alors je me suis occupé d'elle. J'avais 32 ans. Un homme adulte avec ma propre petite entreprise d'aménagement paysager, mais je suis rentré chez eux pendant 3 semaines. Je lui ai apporté de la soupe. J'ai changé ses draps. Je lui ai lu des histoires quand elle était trop faible pour tenir un livre. Une nuit, la fièvre a cessé. Elle a ouvert les yeux. J'étais assis sur la chaise à côté de son lit, épuisé, tenant un gant de toilette. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ses yeux se sont adoucis une seconde. Juste une seconde, j'ai pensé. C'est ça. Elle me voit. Victor, a-t-elle râlé. Mon cœur s'est brisé. Non, maman. C'est William. La douceur a disparu. Ses lèvres se sont retroussées de dégoût. Où est Victor? Je veux mon fils. Victor est à Miami. Maman, je suis là depuis 3 semaines. Appelle-le, a-t-elle exigé, tournant la tête de mon côté. Je ne veux pas de toi. Tu me mets mal à l'aise. Tu rôdes toujours. J'ai quitté la pièce. J'ai roulé jusqu'à un parking au bout de la rue et j'ai pleuré pendant 1 heure. C'était la dernière fois que j'essayais de gagner son amour. Puis, il y a 6 mois, grand-mère Eleanor est décédée. Les funérailles étaient un spectacle. Maman portait une robe noire qui coûtait plus cher qu'une concession funéraire et a versé de fausses larmes pour la femme qu'elle ne supportait pas. Papa avait l'air soulagé. Victor vérifiait son téléphone pendant l'éloge funèbre. Je me tenais à l'arrière, ayant l'impression que le sol s'était ouvert et avait englouti la seule lumière de mon monde. Après le service, David Whitmore, l'avocat de grand-mère, m'a pris à part. David était un homme de la vieille école, vif comme l'attaque et fidèle comme un chien. William, a-t-il dit, sa voix basse. Venez à mon bureau demain, seul. Ne dites rien à vos parents. C'est à propos du testament, ai-je demandé. Je savais que grand-mère avait de l'argent, mais je supposais que tout irait à papa. C'est à propos de l'héritage, a dit David. Eleanor a laissé des instructions spécifiques, et elle vous a laissé quelque chose qu'elle a gardé caché pendant 33 ans. Le lendemain, j'étais assis dans le bureau boisé d'acajou de David. Il a posé une boîte en bois sur le bureau. Elle était vieille, abîmée, et sentait la lavande. Votre grand-mère voulait que vous ayez ceci après son départ, a dit David. Elle a dit que vous en auriez besoin pour vous libérer. Libre de quoi? David m'a regardé avec pitié. Du mensonge, mon fils. Du mensonge. Il a poussé la boîte vers moi. Mes mains tremblaient en atteignant le loquet. Je ne le savais pas alors, mais à l'intérieur de cette boîte se trouvait une bombe. Une bombe qui allait faire exploser la table de la salle à manger, la Porsche, le manoir et la fausse vie parfaite de la famille Foster. J'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur de la boîte en bois, il n'y avait pas d'argent, pas de bijoux, juste du papier. Il y avait une pile de lettres attachées avec un ruban bleu, un journal relié en cuir, et tout au fond, un document jaune qui semblait officiel. J'ai pris le document en premier. Il provenait d'un laboratoire appelé Genitech, daté d'août 1990. C'était 6 mois avant ma naissance. J'ai lu les lignes, mais mon cerveau a refusé de les traiter au début. Sujet A, Richard Allen Foster. Sujet B, fœtus, dépistage prénatal par amniosynthèse. Probabilité de paternité, 0%. J'ai fixé le 0. Ce n'était pas une erreur. C'était un 0. Richard Foster n'était pas mon père. J'ai senti la pièce tourner. J'ai attrapé le bord du bureau pour me stabiliser. Toutes ces années de négligence, la froideur, la façon dont il me regardait comme si j'étais un étranger qui avait envahi sa maison. Tout avait un sens. Mais pourquoi? Pourquoi est-il resté? Pourquoi m'a-t-il élevé? Continuez à lire, a dit David doucement. J'ai détaché le ruban des lettres. Elles étaient adressées à Lydia. L'écriture était artistique, ample, chaotique. La signature au bas de la première lettre disait « Daniel, ma très chère Lydia, je me fiche de l'argent. Je me fiche de ce que dit ta mère. Nous pouvons y arriver. Je suis un artiste, oui, mais je peux nous construire une vie. S'il te plaît,
N'épouse pas Richard juste parce que c'est sûr. Le bébé, notre bébé mérite l'amour, pas un compte en banque. J'en ai pris une autre. Lydia, pourquoi ne me réponds-tu pas? Je sais que tu es enceinte. Est-ce le mien? Je le sens dans mon âme que c'est le cas. S'il te plaît, parle-moi juste. Et une autre. Si tu ne me laisses pas voir l'enfant, j'irai devant les tribunaux. J'ai des droits. Puis une lettre de l'écriture de Lydia. Copie. Elle a dû garder. Daniel, si tu me contactes à nouveau, je dirai à la police que tu me harcèles. L'enfant est celui de Richard. Nous avons fait le test. Reste loin de ma famille ou je te ruinerai. Tu es inutile. Tu n'es rien. Retourne à ta peinture et laisse-nous tranquilles. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le papier. Elle a menti. Elle savait que j'étais le fils de Daniel. Et elle a menti pour garder sa vie confortable avec Richard, l'homme d'affaires fortuné. J'ai ouvert le journal de grand-mère Éléanore. L'entrée de 1992, quand j'avais 2 ans, m'a brisé. Lydia me l'a dit aujourd'hui. Elle l'a admis. Elle en a ri. Elle a dit, Richard sait, mais il a accepté de rester pour éviter un scandale. Il se soucie plus de sa réputation à la firme que de la vérité. Mais il haïsse le garçon. Je le vois. Ils le punissent d'exister. Je veux le dire à Daniel, mais Lydia a menacé de déménager et de ne plus jamais me laisser voir William si je disais un mot. Je suis une otage, et mon pauvre petit-fils est le prisonnier. J'ai refermé le journal. Je suis resté là en silence pendant longtemps. La colère est une chose étrange. On pense qu'elle brûle fort comme le feu, mais la vraie rage, celle qui change votre vie, est froide. C'est le zéro absolu. Je n'étais plus triste. Je n'étais plus le petit garçon pleurant sur un vélo cassé. J'étais un homme qui avait été volé. Ils avaient volé mon père. Ils avaient volé mon identité. Ils m'avaient utilisé comme un punching ball pour leur propre mariage misérable. Richard me haïssait parce que j'étais la preuve de l'infidélité de sa femme. Lydia me haïssait parce que j'étais le rappel vivant de l'homme qu'elle aimait réellement mais qu'elle était trop avide pour choisir. Elle m'a traité d'inutile, ai-je murmuré. C'était quoi, a demandé David. Elle me traite d'inutile tout le temps parce que mon père était un artiste. Parce qu'il n'était pas rentable. Que voulez-vous faire, William, a demandé David. Éléanore vous a laissé un fonds fiduciaire. Il est suffisamment substantiel pour partir et ne jamais regarder en arrière. Vous n'avez pas à les combattre. J'y ai réfléchi. Je pourrais prendre l'argent. Je pourrais disparaître. Aller trouver ce Daniel Mercé. Mais ensuite, je me suis souvenu que Noël approchait. Je me suis souvenu du message que j'avais reçu de maman ce matin-là. Assure-toi de venir tôt pour décorer la semaine prochaine et porte quelque chose de décent. Ne nous fais pas honte. Il voulait m'utiliser une dernière fois. Il voulait soutirer un peu plus de travail au fil inutile avant de le jeter. Non, ai-je dit. J'ai regardé David dans les yeux. Je ne veux pas juste partir. Je veux qu'ils le sentent. Je veux brûler leur maison. Métaphoriquement parlant, a souri David. Un sourire de requin. Eh bien, Éléanore espérait que vous diriez cela. Elle nous a laissé des munitions. Des munitions? Nous avons l'enregistrement original, a dit David. Votre grand-mère était une femme intelligente. Elle a enregistré ses conversations avec Lydia. Et nous avons les coordonnées de Daniel Mercé. Il est en Oregon. Il vous cherche depuis 30 ans. William, il a un dossier de chaque lettre rejetée qu'il a envoyée. Des larmes ont de nouveau piqué mes yeux, mais je les ai retenues. Il me voulait. Il n'a jamais cessé de vous vouloir. C'était le carburant dont j'avais besoin. J'ai passé les 6 mois suivants à planifier. J'ai engagé une détective privée, Janet, pour tout vérifier. Nous avons obtenu de nouveaux échantillons d'ADN. J'ai subtilisé un cheveu du rasoir de papa lors d'une visite. Les résultats l'ont confirmé. 0% de correspondance. J'ai découvert Daniel. C'était un architecte à succès, pas un milliardaire, mais respecté. Il concevait des bibliothèques, des centres communautaires, des lieux pour les gens. Il n'était pas le raté que maman prétendait qu'il était,
mais la vraie surprise, j'ai découvert l'entreprise familiale. La société de Richard perdait de l'argent. Victor, le directeur, avait fait 3 mauvais investissements de suite. Ils étaient désespérés. Ils essayaient de décrocher un contrat avec une mystérieuse firme de conception paysagère primée appelée LW Design pour revitaliser leur plus grand projet immobilier. Ils ne savaient pas que LW signifiait Liam William. Moi. J'avais construit mon entreprise en secret sous un pseudonyme. J'étais l'étoile montante qu'ils étaient désespérés d'embaucher alors qu'ils me traitaient comme l'aide domestique à la maison. L'ironie était délicieuse. Alors, j'ai attendu. J'ai laissé maman me donner des ordres. J'ai laissé papa m'ignorer. J'ai laissé Victor se vanter de sa voiture. J'ai laissé la pression monter et monter comme une chaudière avec une valve bloquée. J'ai décidé que la veille de Noël serait la date, la plus grande fête de l'année. Tous les parents, toutes les personnes qui comptaient pour eux. J'allais leur offrir un spectacle qu'ils n'oublieraient jamais. La semaine précédant Noël, je suis passé en mode performance complète. Je me présentais à la maison à 6 heures tous les jours. Je transportais des cartons. J'accrochais des lumières. Je montais sur des échelles. Déplace ça à gauche, William. Maman commandait depuis son canapé, sirotant son thé. Non, ça a l'air ringard. Refais-le. Bien sûr, maman, disais-je, ma voix calme, tout ce que tu veux. Je construisais le décor de leur exécution. Pendant que j'accrochais des guirlandes, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un email de la secrétaire de Victor. Objet, demande de réunion urgente avec LW Design. Cher Monsieur W, nous sommes de grands fans de votre travail sur le projet Unity Garden. Notre directeur, Victor Foster, aimerait discuter d'un partenariat. J'ai failli éclater de rire au sommet de l'échelle. Victor me suppliait de le rencontrer alors qu'il se tenait actuellement sous moi en criant « Eh, fais attention à la peinture. Ne raie pas le mur avec cette échelle. Espèce d'idiot maladroit. » Pardon, Victor, ai-je appelé. J'essaie juste de faire en sorte que ce soit parfait pour toi. Oui, eh bien, et c'est plus fort. Les parents de Bella arrivent. Je ne veux pas que cet endroit ressemble à une décharge. Je l'ai regardé. Il avait l'air mou. Une confiance non méritée est une chose fragile. Il n'avait aucune idée que l'idiot maladroit tenait le destin de sa carrière dans sa poche. 2 jours avant la fête, j'ai joué ma carte maîtresse. Tante Margaret. Margaret était le maillon faible. C'était la jeune sœur de maman, et elle avait toujours été terrifiée par Lydia, mais elle avait une conscience. Je le voyais à la façon dont elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux lors des réunions de famille. Je l'ai acculée dans la cuisine pendant qu'elle déposait des tartes. Tante Margaret, ai-je dit, en fermant la porte. Oh, William, tu m'as surprise. Elle avait l'air nerveuse. Je suis au courant pour Daniel, ai-je dit. Elle a laissé tomber son sac à main. Son visage est devenu gris. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai sorti une photocopie de la page de journal intime. Grand-mère a tout écrit, Margaret. Elle a écrit que tu savais. Elle a écrit que tu voulais me le dire, mais maman t'a menacé. Margaret a commencé à pleurer. Des sanglots silencieux, tremblants. Elle a dit qu'elle parlerait à mon mari de mon passé. De l'avortement que j'ai eu à l'université. C'est un monstre. William, tu ne sais pas de quoi elle est capable. Je sais, ai-je dit doucement. Elle a volé mon père. Elle a volé ma vie. J'ai pris ses mains. Elles étaient glaciales. Je vais y mettre fin demain soir. Je lui ai dit. Je vais dire la vérité. J'ai le test ADN. J'ai les lettres, mais j'ai besoin que tu sois courageuse. Le moment venu, j'ai besoin que tu arrêtes de la protéger. Peux-tu faire ça? Margaret m'a regardé. Elle a regardé la copie de l'écriture de sa mère. Elle a pris une profonde inspiration. Elle nous a suffisamment tyrannisés, a murmuré Margaret. Je le ferai pour Eleanor et pour toi. J'avais mon témoin. La veille de Noël arriva. J'ai passé la matinée à cuisiner. L'odeur du dinde rôti et de la farce à la sauge emplissait la maison. Ça sentait le festif jusqu'à la nausée.
Je suis monté à l'étage pour me doucher et me changer. J'ai mis mon meilleur costume, un costume gris anthracite sur mesure que j'avais acheté avec mon propre argent grâce à mes prix de design secret. Il me seyait parfaitement. Je me suis regardé dans le miroir. Je ne voyais pas le fil non désiré. Je voyais un homme qui avait survécu. Quand je suis descendu, les invités arrivaient. Papa était à la porte, serrant des mains, jouant le rôle du patriarche bienveillant. Maman glissait dans une robe de velours rouge, acceptant les compliments sur les décorations que j'avais accrochées. « Oh, Lydia, la maison est magique !» s'écria ma cousine Meredith. « Merci !» maman rayonnait. C'était un travail d'amour. Elle a pris le crédit. Bien sûr. Je me tenais dans l'ombre du couloir. Victor est entré avec Bella. Il a jeté les clés de sa Porsche dans le bol en cristal près de la porte avec un grand fracas, s'assurant que tout le monde voit le logo. « Belle voiture, Vic », a dit l'oncle Bob. « Oui, elle se conduit comme un rêve », s'est vanté Victor. De 0 à 100 en 3 secondes, vous savez, les avantages du travail. Il m'a vu là. Il m'a regardé de haut en bas, ricanant devant mon costume. « Ouah, regarde le jardinier se faire beau. » Il a ri. « Tu l'as loué, Will ? J'espère que tu n'as pas mis de terre dessus. »« C'est le mien, Victor, ai-je dit. »« Bien sûr. »« Et, apporte-moi un scotch, veux-tu ? Puisque tu es là à ne rien faire. » Il m'a dépassé en me bousculant l'épaule. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas apporté le scotch. Je l'ai juste regardé entrer dans la salle à manger. Profitant, petit frère, ai-je pensé. Profite de la voiture. Profite du costume. Profite du mensonge. Tout est sur le point de s'évaporer. J'ai attendu que tout le monde soit assis. J'ai attendu que les rires soient les plus forts. Puis je suis entré dans la salle à manger pour trouver ma chaise manquante. Et cela nous ramène au moment, au silence, à l'enveloppe sur l'assiette. Le doigt de papa était sous le rabat. Le compte à rebours de la bombe avait atteint 0. Papa a sorti les papiers. Le bruit du papier craquant glissant de l'enveloppe a semblé résonner comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Il a regardé la feuille du haut, le test ADN. J'ai observé son visage attentivement. Je m'attendais à ce qu'il crie immédiatement, mais il ne l'a pas fait. Il s'est figé. Sa peau, habituellement rosée et saine, est devenue de la couleur de la cendre. Il l'a lu une fois, puis il l'a lu à nouveau. Puis il a regardé le deuxième élément de la pile. La photo de maman et Daniel prise sur une plage en 1990. Ils s'embrassaient. C'était passionné, réel, le genre de passion que je n'avais jamais vu entre mes parents de toute ma vie. Richard Foster a laissé échapper un son que je n'avais jamais entendu auparavant. C'était un grognement bas et étouffé. « Richard » a demandé maman, sa voix tremblant légèrement. « C'est quoi cette ordure ? Pourquoi tu la fixes ?» Papa a lentement levé la tête. Ses yeux étaient injectés de sang. Il a regardé maman avec une haine pure et non dissimulée. « Tu as dit que c'était une rumeur » a-t-il murmuré. Sa voix tremblait. « Il y a 33 ans, tu as juré sur la tombe de ta mère que ce n'était qu'une rumeur. » De quoi parles-tu ? Maman s'est levée, ses bracelets cliquetants. Elle a tendu la main vers les papiers. « Donne-moi ça. » Papa a claqué sa main sur la table. Bam. L'argenterie a sauté. Le vin a éclaboussé le verre de ma cousine Meredith. Tout le monde a sursauté. « Ne touche pas à ça » a hurlé papa. Il a brandi le test ADN. 0%. 0. Il n'est pas le mien, Lydia. Il ne l'a jamais été. La pièce a éclaté. Halètement. Chuchotement. Tante Patricia a couvert sa bouche. Il ment. Maman a crié, pointant un doigt manucuré vers moi. William l'a falsifié. Il a toujours été jaloux de Victor. Il essaie de détruire cette famille parce que c'est un raté. Elle a regardé autour de la pièce, désespérée. Vous ne voyez pas ? Il est malade. Il est mentalement instable. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste tendu la main dans ma poche et j'ai sorti une petite télécommande. J'avais anticipé que vous diriez cela, maman, ai-je dit calmement.
J'ai pointé la télécommande vers le mur derrière papa. J'avais installé un projecteur plus tôt, caché derrière un arrangement floral, ostensiblement pour montrer un diaporama de souvenirs de famille pendant le dessert. L'écran s'est déroulé. Le projecteur a ronronné, mais au lieu de jolies photos de bébé, une vidéo a commencé à jouer. C'était tante Margaret. Je l'avais enregistrée hier sur mon téléphone. Sur l'écran, le visage de Margaret était marqué de larmes. Lydia me l'a dit en 1990, a dit la vidéo de Margaret, sa voix résonnant dans la salle à manger. Elle riait de la façon dont elle avait trompé Richard. Elle a dit qu'elle avait besoin de son argent, mais elle voulait le bébé de Daniel. Elle a menacé de détruire ma vie si je le disais à qui que ce soit. Et elle a falsifié les lettres de Daniel. Il a essayé de trouver William. Il a envoyé de l'argent. Il a envoyé des cadeaux. Lydia les a tous brûlés. Dans la salle à manger, la vraie tante Margaret s'est levée. Elle tremblait, mais elle a regardé sa sœur. C'est vrai, a dit Margaret, sa voix se brisant. Je ne peux plus garder tes secrets, Lydia. Eleanor t'a détesté pour ça. Et je me déteste de t'avoir aidé. Maman ressemblait à un animal piégé. Elle a regardé Margaret, puis papa. Margaret est jalouse. Maman a hurlé. Elle a toujours voulu ce que j'ai. Qu'avez-vous d'autre, maman, ai-je demandé. Voulez-vous entendre l'audio de grand-mère? J'ai appuyé sur un autre bouton. La voix grinçante et incomparable de grand-mère Eleanor a rempli la pièce. C'était l'enregistrement que David m'avait donné. Lydia, tu ne peux pas éloigner le garçon de son père, a dit la voix de grand-mère. Regardez-moi, vieille femme, a répondu la voix de maman, aiguisée, cruelle. Si vous le dites à Richard, je vous mettrai dans la maison de retraite la moins chère que je puisse trouver. Je ferai en sorte que vous mouriez seul. Et William, je le mettrai à la rue. C'est mon pion, mère. Il reste jusqu'à ce que je dise qu'il parte. L'audio a coupé. On aurait pu entendre une mouche voler. Monsieur Thomas, le client VIP, a lentement posé sa serviette sur la table. Il a regardé papa, puis maman avec un regard de dégoût absolu. Je crois que j'ai perdu l'appétit, a dit monsieur Thomas. Papa tremblait. Il m'a regardé pour la première fois de ma vie. Il m'a vraiment regardé, mais ce n'était pas avec amour. C'était avec une horrible réalisation de sa propre stupidité. Tu savais, a chuchoté papa à maman. Tu m'as fait élever le bâtard d'un autre homme. Tu m'as fait le regarder tous les jours. Il était utile. Maman a crié, abandonnant complètement sa feinte. Son visage s'est tordu en quelque chose d'horrible. Nous avions besoin de quelqu'un pour faire le travail. Richard, qui a, selon toi, réparé le toit? Qui s'est occupé du jardin? Qui s'est occupé de moi quand j'étais malade? Pas ton précieux Victor. William était pratique. Pratique, ai-je répété. Je me suis rapproché de la table. Je me suis tenu juste entre papa et maman. Je ne suis pas inutile, ai-je dit, ma voix stable et forte. Je suis un architecte paysagiste avec des prix dont vous n'avez jamais entendu parler. Je suis le propriétaire de LW Design. La tête de Victor s'est redressée d'un coup. Quoi? C'est ça, Vic, ai-je dit, regardant mon frère, l'entreprise que tu suppliais de rencontrer, celle dont tu as besoin pour sauver ton emploi. C'est moi. Je suis Liam W, la bouche de Victor est restée ouverte. Non, pas possible. Tu creuses des trous. Je conçois des héritages, ai-je corrigé. Et je viens de démanteler le tien. Je me suis tourné vers papa. Je pars, Richard. Je sors mon inutile personne de votre maison. Vous n'avez plus à vous soucier de me regarder. Mais souvenez-vous de ceci. J'étais le seul qui a vraiment essayé d'être un fils pour vous. Et vous l'avez jeté pour un mensonge. J'ai regardé maman. Elle respirait difficilement, sa poitrine haletant. Elle avait l'air vieille soudainement. Le maquillage ne pouvait plus cacher la laideur. Vous n'avez pas de place pour les gens inutiles, lui ai-je demandé. Eh bien, maman, en regardant autour de cette table. Je pense que je suis le seul ici qui a réellement une utilité. Je me suis tourné pour partir. Attends, a crié papa. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné.
Sors, a sifflé papa. Il ne me parlait pas. Il regardait maman. Sors de ma maison, Lydia. Je veux divorcer. Je veux que tu partes ce soir. Tu ne peux pas me virer. Maman a crié. Je possède la moitié de ça. Je la brûlerai avant que tu n'en aies le moindre soupçon. Papa a rugi. Il a attrapé la nappe, la coûteuse nappe de dentelle que j'avais repassée ce matin-là, et l'a tirée. Le cristal a volé en éclats. Les assiettes se sont écrasées au sol. Le rôti de bœuf a glissé sur le tapis. La sauce a éclaboussé la robe de velours de maman. C'était le chaos. C'était la destruction. C'était magnifique. Je me suis dirigé vers la porte. Victor a bondi. Tu as tout ruiné. Espèce de monstre. Il s'est jeté sur moi, mais avant qu'il ne puisse m'atteindre, Bella s'est levée. Elle a posé une main sur sa poitrine et l'a repoussée. Durement. Ne fais pas ça, a-t-elle dit. Bella. Victor avait l'air confus. Il vient de nous humilier. Il a dit la vérité, a dit Bella. Sa voix était froide. Elle a baissé les yeux sur sa main, sur l'énorme bague de fiançailles en diamant que Victor lui avait donnée. Payée avec la carte de crédit de l'entreprise, sans doute. Elle a retiré la bague de son doigt. Le bruit de la bague heurtant le parquet en bois était infime, mais il ressemblait au dernier clou dans le cercueil. Bella. La voix de Victor se brisa. Il ressemblait à un enfant. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas faire ça, Victor, a dit Bella. Elle a attrapé son sac à main. J'ai vu comment vous le traitiez pendant des années. J'ai vu comment votre famille le traitait. Je me suis dit que ce n'était que des dynamiques familiales, mais ça, c'est sociopathe. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient humides. Je suis désolé, William. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Ce n'est rien, Bella, ai-je dit, tu le dis maintenant. Je m'en vais, a-t-elle dit à Victor. Ne m'appelle pas et ne viens pas chez mes parents. Elle est sortie par la porte d'entrée, ses talons claquant sur le marbre. Victor est resté là, fixant la bague. Le petit prince avait perdu son or. Il m'a regardé, son visage se tordant en un grognement. Sors, a-t-il hurlé. Sors de ma maison. Ce n'est pas ta maison, Victor, ai-je dit calmement. Et honnêtement, vu l'état des finances de l'entreprise, je doute que ce soit la maison de papa très longtemps non plus. Je suis entré dans le couloir. J'ai attrapé mon manteau. Monsieur Thomas, le client, mettait son écharpe. Il m'a regardé alors que je m'approchais. Liam W, a-t-il réfléchi. J'aurais dû le savoir. L'éclairage dans le jardin, la symétrie. C'est votre signature partout. Je suis désolé que vous ayez dû assister à ça, monsieur Thomas, ai-je dit. Il a secoué la tête. Ne vous excusez pas. Vous venez de me faire économiser beaucoup d'argent. J'étais sur le point d'investir des millions dans la firme de votre père parce que je pensais qu'ils avaient de l'intégrité. Je vois maintenant que le seul talent de cette famille se cachait dans le jardin. Il m'a tendu sa carte de visite. Appelez-moi lundi. Ma firme a besoin d'un nouveau chef paysagiste. Embauche directe. Pas d'intermédiaire. J'ai pris la carte. Merci, monsieur. J'ai ouvert la lourde porte d'entrée en chêne. L'air froid de l'hiver a frappé mon visage. C'était vif, propre, ça sentait la liberté. Derrière moi, les cris avaient atteint leur paroxysme. J'entendais maman sangloter. Papa criait à propos d'avocats et de gardes d'actifs, et Victor jetait des objets. On aurait dit l'enfer. J'ai descendu la longue allée. J'ai dépassé la Porsche de Victor. Elle brillait sous les lampadaires. Une belle machine possédée par une âme LED. J'ai atteint mon camion. C'était un pick-up Ford de 10 ans. Il avait des bosses. Il avait des taches de rouille. Il était rempli de sacs de terre et de pelles. Je suis monté et j'ai tourné la clé. Le moteur a rugi. Un son rauque et pétaradant que j'aimais. En sortant de l'allée, j'ai regardé la maison une dernière fois. Les fenêtres brillaient, mais à l'intérieur je savais qu'il faisait noir. L'image parfaite était déchirée. Je ne me sentais pas triste.
Je ne me sentais pas seul. J'ai fouillé ma poche et j'ai sorti le bout de papier que David m'avait donné. L'adresse en Oregon, Daniel Mercer. J'ai mis le camion en marche. Joyeux Noël, tout le monde, ai-je murmuré à la cabine vide. J'ai démarré, laissant l'épave dans mon rétroviseur. Je ne quittais pas seulement une maison. Je quittais 33 ans à me faire dire que je n'étais pas suffisant. J'ai roulé pendant 3 heures cette nuit-là. J'ai pris une chambre dans un motel bon marché au bord de l'autoroute. J'ai acheté un sandwich à la dinde dans un distributeur automatique de station-service. C'était le meilleur dîner de Noël que j'ai jamais eu. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé. 50 appels manqués de maman. 20 de papa. Une série de SMS injurieux de Victor. Espèce d'ingrat. Reviens ici et arrange ça. On peut en parler. Papa, tu es mort pour moi. N'attends pas un centime d'héritage. Victor, tu as ruiné ma vie. Bella m'a bloqué. Je vais te tuer. Je les ai lus. Et puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a 10 ans. Je les ai bloqués. Tous. Puis j'ai vu un SMS de tante Margaret. Margaret, merci, William. J'ai fait une valise. Je suis à l'hôtel. Je me sens enfin légère. Va le trouver. Va trouver ton père. J'ai souri. Je suis remonté dans mon camion. J'avais un long trajet devant moi. L'Oregon était à 1000 km. Mais pour la première fois de ma vie, je savais exactement où j'allais. Et je savais exactement qui j'étais. Je n'étais pas William Foster, le fils inutile. J'étais William Mercer, et j'étais un architecte. J'avais démoli un bâtiment condamné. Maintenant, il était temps de concevoir quelque chose de nouveau. Mon vieux pick-up Ford a cahoté sur l'autoroute, accumulant des kilomètres entre moi et la ville où j'étais né, élevé et finalement rejeté. Plus je roulais, plus je me sentais léger. C'était comme si chaque borne kilométrique me débarrassait d'une couche des attentes lourdes et suffocantes que j'avais portées pendant 33 ans. Le paysage changeait. La jungle de béton et les banlieues soignées ont cédé la place à des pins imposants, des montagnes brumeuses et la beauté sauvage et indomptée du nord-ouest Pacifique. L'Oregon ne m'a pas accueilli avec des lumières néon ou de la prétention. Il m'a accueilli avec l'odeur de la terre humide, des aiguilles de pin trempées par la pluie et des embruns salés de l'océan. C'était un voyage de près de 2000 miles. Mais cela a semblé le voyage le plus court de ma vie. Pour la première fois, je ne fuyais pas quelque chose. Je courais vers la vérité. J'ai trouvé l'adresse que David, l'avocat, m'avait donnée. C'était dans une petite ville côtière, le genre d'endroit où les gens connaissaient leurs voisins et personne ne se souciait du genre de voiture que vous conduisiez. J'ai tourné sur une allée de gravier qui serpentait sur une colline escarpée. Au sommet se trouvait une maison. Ce n'était pas un manoir. Ce n'était pas un monument à Lego comme le domaine Foster. C'était une modeste cabane en cèdre patiné qui semblait pousser directement du flanc de la falaise, surplombant les eaux grises et agitées du Pacifique. Il n'y avait pas de portail en fer, pas de caméra de sécurité, juste des hortensias sauvages poussant en explosions chaotiques et magnifiques de bleu et de violet le long du porche. J'ai coupé le moteur. Mes mains tremblaient sur le volant. J'avais tenu tête à 25 parents critiques la veille de Noël sans ciller. Mais assis ici, fixant cette porte en bois, j'étais terrifié. Et s'ils ne voulaient pas de moi? Et si les lettres n'étaient que les divagations romantiques d'un jeune homme oublié depuis longtemps? Et si je n'étais qu'un étranger interrompant sa vie? J'ai pris une profonde inspiration, suis sorti du camion et ai monté les marches sur le côté de la maison, sur une terrasse enveloppante face à l'océan. Un homme se tenait devant un chevalet. Il me tournait le dos. Il portait un pull en laine taché de peinture qui avait connu des jours meilleurs, et ses cheveux gris étaient fouettés par le vent côtier. « Excusez-moi » ai-je appelé, ma voix sonnant plus rauque que je ne l'avais voulu. L'homme s'est figé. Il a lentement baissé son pinceau et s'est retourné. Et à ce moment-là, la terre sous mes pieds a cessé de bouger. C'était comme me regarder dans un miroir qui me montrait mon avenir. J'ai vu mes propres yeux me regarder. Brun foncé, profond, plissé au coin. J'ai vu la même mâchoire, la même façon de tenir ses épaules. Pendant 33 ans, j'avais regardé Richard Foster et vu un étranger. Maintenant, en regardant cet homme que je n'avais jamais rencontré,
je me voyais. Puis-je vous aider, a-t-il demandé. Sa voix était profonde, résonnante et gentille. Puis il a plissé les yeux, faisant un pas de plus. Il a laissé tomber le pinceau. Il a clatré sur le pont en bois, roulant au loin inaperçu. Mon Dieu, a-t-il murmuré, la couleur de son visage s'évanouissant. Lydia. J'ai secoué la tête, luttant contre la boule dans ma gorge. Non, je suis William. Je suis son fils. Daniel Mercer n'a pas demandé de pièce d'identité. Il n'a pas demandé de test ADN. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Il a simplement laissé échapper un son, mi-rire, mi-sanglot, et a traversé la distance entre nous en 3 longues enjambées. Il m'a serré dans ses bras, me coupant le souffle. Ce n'était pas la raide tape dans le dos que Richard me donnait pour les séances photos. C'était désespéré. C'était féroce. Il me tenait comme s'il essayait physiquement de m'empêcher de disparaître. J'ai senti sa poitrine halter contre la mienne, puis j'ai senti l'humidité de ses larmes sur mon cou. J'ai attendu, a-t-il étouffé, sa voix se brisant, j'ai attendu 33 ans. Nous ne nous sommes pas lâchés pendant longtemps. Debout sur cette terrasse venteuse, avec le rugissement de l'océan en contrebas, j'ai enfin ressenti la seule chose que j'avais cherchée toute ma vie, l'appartenance. Nous avons passé le reste de la nuit assis près de sa cheminée en pierre, buvant du thé dans des tasses ébréchées, pas de scotch cher, pas de verre en cristal, juste de la chaleur. Nous avons parlé jusqu'au lever du soleil. Il m'a tout raconté. Il m'a raconté l'été où il a rencontré Lydia, comment il est tombé amoureux de son feu, sans réaliser que c'était un feu qui brûlerait tout ce qu'il touchait. Il m'a montré une pièce fermée à clé dans son atelier. Elle était remplie de croquis, des centaines. Des croquis d'un bébé, d'un tout petit, d'un jeune garçon, d'un adolescent. Je ne savais pas à quoi tu ressemblais, a dit Daniel, passant une main sur un dessin au fusain d'un jeune garçon jouant avec des blocs. Alors, je l'ai imaginé. Je te dessinais chaque année à ton anniversaire. C'était la seule façon pour moi d'être un père pour toi. Nous nous sommes connectés à un niveau qui dépassait la génétique. Daniel était aussi architecte, bien qu'il ait quitté le monde commercial il y a des années pour se concentrer sur des conceptions organiques durables. Quand je lui ai dit que j'étais Liam W, et que je lui ai montré des photos de mes projets sur mon téléphone, il a penché la tête en arrière et a ri. Un son fort et retentissant qui a rempli la petite cabane. La génétique est une chose amusante, n'est-ce pas, a-t-il dit en s'essuyant les yeux. Ils ont essayé de vous enterrer dans le béton, William. Ils ont essayé de faire de vous un jardinier, mais ils n'ont pas pu tuer l'artiste. C'est dans votre sang. Pendant que je me remettais en Oregon, l'Empire Foster, à l'Est, s'écroulait plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Tante Margaret m'a appelé 2 semaines plus tard. Sa voix sonnait fatiguée, mais plus légère, libérée de la peur qui l'avait tourmentée pendant des décennies. Elle m'a donné des nouvelles de la terre brûlée que j'avais laissée derrière moi. Richard avait demandé le divorce le lendemain de Noël. Ce n'était pas à l'amiable. C'était une guerre. Humilié et enragé, Richard a utilisé toutes ses ressources pour détruire Lydia, il a révélé la preuve de son infidélité à leur cercle social pour sauver la face. Lydia Foster, la femme qui vivait pour le statut, est devenue une paria du jour au lendemain. Elle a été exclue du country club. Ses amis ont cessé de lui rendre ses appels. Les avocats de Richard ont été impitoyables, utilisant la clause d'infidélité de leur contrat de mariage pour la laisser presque sans rien. Elle a dû quitter le manoir et s'installer dans un petit appartement dans un quartier douteux de la ville. Elle m'a envoyé un message une fois. Un long message décousu me blâmant d'avoir ruiné l'image de la famille. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement supprimé. Son venin n'avait pas d'antidote, mais je ne buvais plus le poison. Et Victor. La chute du petit prince a été la plus dure. Sans l'argent de la famille de Bella pour soutenir l'entreprise, et avec la réputation de Richard en lambeaux, la société a sombré. Pour réduire les coûts, Richard a fait l'impensable, il a viré Victor. Dépouillé de son titre, de son salaire et de sa fiancée, Victor s'est effondré. La Porsche a été saisie. La dernière chose que j'ai entendue de Margaret, c'est que Victor travaillait comme vendeur d'assurance, postant toujours des tirades en colère sur Facebook à propos de la façon dont son frère jaloux l'avait saboté. Il n'avait toujours pas compris. Je ne l'ai pas saboté. J'ai juste arrêté de le soutenir.
Mais ma plus grande victoire n'a pas été leur échec. Ce fut ma propre ascension. Un mois après mon arrivée en Oregon, Monsieur Thomas a tenu parole. Il est venu me rencontrer. Il ne se souciait pas du scandale. Il ne se souciait pas des ragots. Il s'est assis à la table de cuisine rudimentaire de Daniel, a regardé les croquis que Daniel et moi avions préparés ensemble pour son projet, et a claqué sa main sur la table. Ceci, a dit Monsieur Thomas, c'est exactement ce que je voulais. Il y a une âme. Il a signé le contrat sur le champ, un accord de plusieurs millions de dollars. Je me fiche que votre nom de famille soit Foster, Mercer ou Smith. Monsieur Thomas m'a dit, j'embauche le talent, pas le pédigré. J'ai regardé la ligne de signature. Je n'ai pas signé William Foster. Et pour la première fois, je ne me suis pas caché derrière Liam W. J'ai pris le stylo et j'ai signé William Mercer. Avec ce contrat et le fonds fiduciaire que grand-mère Eleanor m'avait laissé, j'ai ouvert une nouvelle entreprise basée en Oregon, Mercer & Son Architecte. Daniel et moi travaillons ensemble tous les jours. Il s'occupe de la vision artistique, du côté rêveur et sauvage des designs. Je m'occupe de la structure, de l'intégration paysagère, de la réalité. Nous formons une équipe parfaite. Un après-midi, nous réparions le toit de la cabane ensemble. Le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur l'océan. Daniel a arrêté de marteler et s'est essuyé le front. Il m'a regardé, une expression pensive sur son visage. Tu sais, a-t-il dit, ta mère avait raison sur une chose. J'ai fait une pause, un clou entre les dents. Sur quoi avait-elle raison? Elle a dit, il n'y a pas de place pour les gens inutiles. Daniel a souri, mais ses yeux étaient sérieux. Elle avait raison. Il n'y a pas de place pour les mensonges, pour la cruauté et pour les gens qui utilisent les autres à la table d'une bonne vie. Mais il y a toujours une place pour les bâtisseurs, pour les rêveurs. Tu as construit ta propre chaise, mon fils, et elle est plus solide que tout ce qu'il y a eu dans ce manoir. J'ai regardé l'horizon. La honte que j'avais portée d'être inutile s'est enfin évaporée, emportée par le vent du Pacifique. Cela fait exactement un an depuis la veille de Noël. Je suis assis dans mon nouveau bureau. Ce n'est pas une pièce étouffante avec des panneaux d'acajou et des portes fermées. C'est un studio aux murs de verre perché au bord de la forêt, rempli de lumière naturelle. Sur mon bureau, il n'y a pas de portrait formel rigide de personnes qui se détestent. Au lieu de cela, il y a un simple cadre en bois contenant une photo spontanée de l'été dernier. C'est moi, papa, Daniel et tante Margaret. Nous sommes sur un bateau de pêche, ébouriffé par le vent, riant si fort que nos yeux sont fermés. C'est une image de joie pure et non raffinée. À côté de la photo se trouve la boîte en bois de grand-mère Eleanor. Je la garde là comme un rappel. Elle contenait autrefois les secrets qui me blessaient, mais maintenant elle représente la vérité qui m'a sauvé. Grâce à une partie de l'héritage de grand-mère, j'ai créé le fonds Eleanor. C'est une bourse complète pour les étudiants en architecture issus de foyers brisés ou de familles d'accueil. Des enfants à qui l'on a dit qu'ils n'avaient pas leur place, à qui l'on a dit qu'ils n'étaient pas assez. Je veux m'assurer que le prochain enfant inutile reçoive les outils nécessaires pour construire son propre empire. Mon téléphone vibre sur le bureau. Il y a un message de Bella. Nous sommes restés en contact. Étonnamment, elle a déménagé à New York peu après la rupture. Elle a ouvert sa propre boulangerie, quelque chose que Victor lui avait toujours dit être un joli passe-temps, mais pas une vraie carrière. Joyeux Noël, William. Le message dit, je voulais juste te dire merci. Si tu n'avais pas laissé tomber cette enveloppe, je serais peut-être encore assise à cette table, suffocante. Je suis fiancé. C'est un professeur d'histoire au lycée. Il conduit une Honda. Et c'est l'homme le plus gentil que j'ai jamais rencontré. J'espère que tu construis quelque chose de beau là-bas. Je souris et lui réponds rapidement par un « félicitations ». Bella est la preuve que parfois la destruction est une forme de création. Il faut démolir la structure pourrie pour construire une maison solide. Je me lève et sors sur le balcon. L'air hivernal de l'Oregon est vif et froid, sentant la neige et le pin. C'est calme ici, paisible. Je repense au William d'il y a un an. Cet homme était un fantôme hantant sa propre vie. Il s'excusait de prendre de la place. Il travaillait d'arrache-pied, espérant une miette d'affection de la part de gens incapables de la donner. J'aimerais pouvoir retourner en arrière et le serrer dans mes bras.
J'aimerais pouvoir lui dire que tu n'es pas le problème. Ta différence est ton super pouvoir. Ils te traitent d'inutile parce qu'ils ne savent pas comment utiliser les outils que tu as. Tu parles une langue de création et eux ne connaissent que la langue de la possession. La famille Foster m'a enseigné une leçon brutale mais nécessaire. La famille n'est pas définie par le sang qui coule dans tes veines. Elle est définie par qui te tient la main quand la tempête arrive. Elle est définie par qui te voit vraiment, et ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre. Ils m'ont traité d'inutile parce que je ne rentrais pas dans leur moule de requin de la finance. Mais cette nature inutile, mon besoin de créer, de nourrir, de construire de mes mains, c'est exactement ce qui m'a mené à mon vrai père, à ma carrière et à ma paix. Je lève les yeux vers le ciel nocturne. Les étoiles sont brillantes ici, loin des lumières de la ville. Joyeux Noël, grand-mère, je murmure dans le vent. Je l'ai fait. J'ai ouvert la boîte. J'ai brûlé la table et j'en ai construit une nouvelle. Je retourne à mon studio où la table à dessin m'attend. Il y a un nouveau projet là, un centre communautaire pour les jeunes à risque. C'est complexe, stimulant et important. Je prends mon crayon. Je suis William Mercer. Je suis un architecte et ma vie est enfin mon propre design. Mon histoire se termine ici, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous qui regardez, la lutte est encore très réelle. La plus grande leçon que j'ai apprise après 33 ans passés à être le mouton noir est la suivante: votre valeur n'est pas déterminée par l'incapacité de votre famille à la voir. Nous grandissons en croyant que nos parents sont les juges ultimes de notre valeur. S'ils disent que nous sommes mauvais ou inutiles ou décevants, nous le croyons comme une vérité absolue. Mais les parents ne sont que des gens. Ils peuvent être imparfaits, brisés, narcissiques et avoir tort. Ne laissez pas leurs limites toxiques devenir votre réalité interne. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de partir. Partir de sa famille ne fait pas de vous un traître. Parfois, cela fait de vous un survivant. Vous avez le droit de virer les gens qui vous maltraitent, même si vous partagez un nom de famille. Vous avez le droit d'aller dans le monde et de trouver les gens qui parlent votre langue. À tous ceux qui m'écoutent et qui se sont déjà sentis invisibles à leur propre table de dîner, qui ont déjà eu l'impression de devoir cacher leur véritable identité pour maintenir la paix. Je vous vois. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû vous reconstruire à partir des débris des attentes de quelqu'un d'autre, je veux avoir de vos nouvelles. Veuillez laisser un commentaire avec le mot « bien » ci-dessous si vous croyez que nous avons le pouvoir de définir notre propre valeur ou partager votre histoire. Faisons de la section des commentaires un endroit où les enfants invisibles peuvent enfin être vus. Votre histoire compte. Votre voix compte. Et croyez-moi, une place vous attend à une table quelque part où vous serez célébré, pas toléré. Merci d'avoir écouté. Continuez à construire.